la page d'histoire du renouveau dans l'histoire du Cameroun sera la plus triste. Personnellement, quand on suit aujourd'hui les intentions de RDPC, non, ne sont pas à donner la paix aux Camerounais. C'est dictatorial. Parce que c'est regrettable aujourd'hui que pendant les débats, lorsqu'on voit, par exemple, comment les membres du RDPC débattent à travers les médias, non, personnellement, c'est décevant. Qu'est-ce qui vous déçoit? Qu'est-ce qui vous déçoit? La façon de défendre leur bilan? Non, mais oui, parce qu'ils font tout, qui qu'en soit ce qu'il faut pour vous démontrer que leur bilan est positif, alors que leur bilan est largement négatif. Donc pour vous, le problème ne se situe pas au niveau de l'âge du président de la République? L'âge, ça fait quoi? Même l'âge aussi, il est fatigué. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que... parce que, effectivement, comme le disait Jonathan tout à l'heure, il y a un certain nombre d'évêques au niveau de l'Église catholique qui ont clairement indiqué leur position, soutenant que le président, l'actuel président de la République, de leur point de vue, ne peut plus être le meilleur candidat pour assurer un nouveau mandat de 7 ans. Est-ce que cette position des évêques, de votre point de vue, est une position extrémiste? Mais soyons sincères, comment voulez-vous que... Voici, ça fait depuis combien des années qu'on n'a jamais entendu le chef de l'État effectuer une visite dans un chef-lieu de province? Ça fait combien des années? Voilà. Donc, rien que tout ceci, ça prouve quand même qu'il a un certain, déjà un niveau de fatigue qui ne peut plus faire n'importe quoi. Faux. L'actualité récente évoque une sortie des évêques du Cameroun qui, réunis à Buea au cours de leur conférence annuelle, ont dressé un tableau catastrophique sur la situation socio-économique de notre pays, indiquant qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans la gouvernance et mettant pratiquement en cause la gestion du président de la République, notamment son septennat qui est en train de s'achever. Et pour certains, c'était même le bilan de ces 42 années de pouvoir qui était ainsi dressé. Est-ce que vous partagez cette analyse? Quel est le regard que vous portez, non seulement sur ce septennat qui est en train de s'achever, mais de façon globale sur le règne du renouveau? Je me rappelle que quelqu'un avait dit que la page d'histoire du renouveau dans l'histoire du Cameroun sera la plus triste. Or, je ne vois pas pour quelle raison. Comme je l'ai suivi, certaines seraient en train de reprocher les évêques, tout ça là. On ne peut pas être berger et ne pas être sursis et ne pas protéger ses bergers. Les évêques sont les responsables quand même des chrétiens et ils doivent veiller sur leur vie. Je pense que c'est dans ce sens qu'ils ont agi parce qu'ils ont constaté que la vie de ces chrétiens sont menacées par rapport à la gestion actuelle de notre pays. Alors c'est pourquoi ils ont donné leur point de vue. Ils sont dans leur rôle? Ah, mais pour moi, je ne vois pas, je ne les reproche à rien. On leur reproche justement de se déplacer sur le terrain politique, ce qui n'est pas leur... En fait, même en se déplaçant, ils sont des citoyens. Voilà. Maintenant, sur le tableau qu'ils dressent, est-ce que ce n'est pas un tout petit peu exagéré? Par exemple? La situation économique est désastreuse. Ils évoquent des questions comme les services sociaux de base auxquels les Camerounais n'ont toujours pas accès, l'eau, l'électricité. En évoquant la situation économique, quelle est la situation qui marche bien au Cameroun?
en dehors de la théorie. Parce que pour la théorie, le Cameroun est très fort en théorie, pour démontrer. Mais quant à moi, personnellement, le tout premier gouvernement camerounais avait 16 ministères. Je pense aujourd'hui, on en a peut-être 75 ministères. Les 75 ministères servent à quoi si le Cameroun continue à être miséré tel que le Cameroun misère? 15 ministres et puis ça marchait? Mais très bien. Très bien. Comment ça? Dites-nous. Ah oui, pendant la période où ça existait parce qu'on appréciait quand même les services rendus. Sur le plan économique, est-ce que la situation économique était meilleure que celle qu'on a aujourd'hui? Mais vous me dites, c'est rigolant parce que comment vous parlez de la situation économique alors que le Cameroun est parti d'un pays en voie de développement à un pays très pauvre et endetté. Et nous avions fêté. Voilà. Nous avions fêté d'être un pays pauvre et très endetté. Alors qu'on est parti d'un pays en voie de développement. Mais on parle d'un pays émergent. Émergent. Un pays qui sera émergent à l'horizon 2035. 2035. Oui. Mais est-ce que les indices actuels peuvent nous permettre de dire qu'on peut espérer? Let's make a reading of those facts and figures about the current situation of Cameroon from the angle of the bishops, from the perception of the bishops. The situation is precarious, and they are highlighting issues like poor governance, corruption, mismanagement, and embezzlement of public funds. What is your own reading of the current situation of Cameroon, which is very precarious, as the bishops have indicated? Mais ma lecture n'est que d'apprécier exactement parce que j'ai fait la même lecture. La mauvaise gouvernance a fait du Cameroun ce que le Cameroun est actuellement. Comment nous allons même nous débattre à ça? Lorsque nous partons d'un pays en voie de développement à un pays pauvre et très endetté, comment on peut justifier ça? Alors, ça dit tout. Aspects like corruption, mismanagement of public funds, embezzlement have been mentioned several times in almost all the speeches of the President of the Republic. He talks about the fight, and even on the 31st of December 2034, he said that he was going to intensify the fight against these ills. But he has been mentioning this over and over. But over the years, these ills have been increasing. Corruption has been increasing, embezzlement increasing, mismanagement of public funds increasing. Et combat théoriquement ou pratiquement. Parce qu'on ne comprend plus rien. Et combat pratiquement. Pourquoi ça continue? Donc ça veut dire que le combat est théorique. Mais les gens sont jetés en prison quand même. Hein? Il y a tout un gouvernement en prison. Mais pourquoi on n'avait pas cherché à récupérer les fonds volés que de mettre les gens en prison? Pendant que les messieurs sont en prison, ils continuent à investir. Pour revenir un peu sur... vous avez semblé indiquer que la situation s'est empirée de l'ère Ahidjo jusqu'à l'ère Paul Biya. De votre point de vue, qu'est-ce qui faisait la force du système Ahidjo sur le plan économique, par exemple? La force du président Ahidjo en matière économique, j'en connais beaucoup et je suis témoin. Lui, il avait l'œil mis directement lui-même et contrôler la douane au Cameroun. De manière que tous les sorties, tous les entrées, il assurait. Et rien, le directeur de douane ne pouvait rien décider sans le consulter. Voilà ce qui faisait même sa force. Mais est-ce que ce n'est pas parce que justement le président délègue, on est dans un système de délégation, de déconcentration, peut-être qu'il le faisait parce que la population n'était pas assez nombreuse et puis il avait la possibilité de se mouvoir assez facilement dans un certain nombre de services, non? Non, je pense que... Aujourd'hui on est 30 millions, c'est la même chose que lorsque... Je pense que en 82, lorsque nous autres, nous on combattait, on voulait faire comprendre au chef de l'État de ne pas se laisser emprisonner par une poignée de personnes.
le chef de l'État n'a pas accepté. Et justement, voilà pour quelle raison il s'est retrouvé entouré des gens. Voilà, entouré des gens qui l'ont créé tout ce que nous avons actuellement comme problème. Ce sont ces gens, ce n'est pas lui-même. Avant de revenir sur cet aspect-là, vous êtes dans une région qui est une région agricole. Qu'est-ce que le président Ahidjo, par exemple, faisait en faveur de l'agriculture ou en faveur des planteurs pour assurer, par exemple, l'autosuffisance alimentaire? Quand vous parlez de ce domaine, je vous dirais, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que c'est un domaine où j'y suis. Or, si je prends seulement l'exemple de l'UCAO, où j'ai géré, la Kaplami, où j'ai géré, j'ai quitté la Kaplami comme PCA en laissant dans le fond 7,5 milliards. Où sont les 7,5 milliards alors que c'est l'État qui assurait le contrôle de cette gestion-là? Entre-temps, il y a eu la crise économique. Mais ce n'est pas la crise économique qui devait aller dans les banques, sortir les billets des banques pour aller ou bien jeter dans les rues. C'est les raisons qui sont souvent évoquées par le régime pour expliquer la situation économique dans laquelle on est. Ceci est englobé par la mauvaise gouvernance. Qu'est-ce que le président Ahidjo, de votre point de vue, qu'est-ce que le système faisait pour éviter justement cette malgouvernance et permettre que le pays se porte mieux? Je pense que Ahidjo était un peu plus rigoureux. Voilà, plus rigoureux. Quand vous dites rigoureux, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il faisait de façon concrète? Ça veut dire que dans la gestion, dans le commandement, il y avait un peu de rigueur. Est-ce que vous avez des exemples d'actes qu'il ait posés, qui ait marqué le peuple, qui ait marqué l'histoire et qui s'inscrivait dans le sens d'assurer la pérennité d'une bonne gouvernance? Non, je pense pour ça, sous le règne d'Ahidjo, il y avait beaucoup de signes qui témoignaient un peu la bonne gouvernance. Il y avait beaucoup de signes. Quand vous parlez de la Kaplami, par exemple, ou bien de l'UCAO, où vous avez été, comment ça fonctionnait? Comment est-ce que cela contribuait concrètement, n'est-ce pas, à l'épanouissement des agriculteurs? Oh non, ça, ils étaient libres dans leur gestion. Et c'est ça qui faisait que, après leur vente, il y avait plusieurs ristournes, tout ça, leurs revenus les revenaient. Mais à un moment donné, lorsqu'on s'est vu mêler la politique, les hommes politiques, être les présidents du conseil, tout ça là, c'est là où l'anarchie s'est installée et c'est fini comme ça. How did former President Amadou Ahidjo ensure that the corruption at that time, because there was corruption of course, but it was not at the level at which it is today, how did he manage to prevent or to keep corruption and embezzlement of public funds at its lowest or its minimum level? Il y en avait, mais pas comme aujourd'hui, parce qu'il était rigoureux. Il faut voir un certain nombre des anciens ministres qui ne se trouvent qu'en prison à cause de la corruption. Un ministre a fait 10 ans comme ministre. Qu'est-ce que vous voulez? Or, ça a permis à chaque ministre de faire en sorte que le ministère, c'est sa famille, et il a mis partout rien que les membres de sa famille. Et voilà la corruption, comment elle est cultivée au Cameroun. Donc, or, le ministre est chez lui, il n'attend pas un jour quitter dans son poste de ministre. Vous dites, et on va encore combattre la corruption, comment, alors que ce n'est que les membres de sa famille. So Ahidjo didn't allow ministers to stay at the same position for a long time. Donc le président Ahidjo ne laissait pas les ministres occuper la même position pour une longue période de temps. Et il y a même des fois où le ministre, c'est quand il mangeait sur sa table le soir qu'il entendait qu'il n'est plus ministre. Alors, je voulais revenir un peu sur les structures qui avaient été créées en son temps par le président Ahidjo pour justement permettre, par exemple,
pour faciliter l'accès peut-être au crédit pour les investissements, que ce soit pour les agriculteurs ou bien pour d'autres secteurs. Il y a beaucoup de sociétés qui, par exemple, aujourd'hui ont disparu et que beaucoup présentaient comme étant des sociétés, des entreprises qui avaient été créées par le président Ahidjo dans le sens du développement économique. Mais effectivement, il y en a beaucoup. On ne peut pas, beaucoup de sociétés qui ont été créées par Ahidjo, dans ce sens, n'existent plus au Cameroun. C'était quoi le rôle de ces entreprises, de ces structures-là? Si par exemple, l'OMCPB, c'est-à-dire, il assurait la stabilisation du prix aux agriculteurs, par exemple, ça veut dire que même en cas de baisse au niveau du marché, l'agriculteur ne pouvait pas sentir cette baisse et devait continuer à produire davantage pour que, dès que le marché remonte, on récupère tout ce qu'on a perdu. Mais aujourd'hui, tout ceci... Et ça marchait. Hein? Et ça marchait. Mais très bien, très bien. Et les agriculteurs étaient heureux? Très heureux. Très heureux. C'était donc l'âge d'or de l'économie camerounaise. Oui, l'âge d'or de l'économie camerounaise. Est-ce que ce n'est pas à cause de la crise économique que tout cela a disparu? Non, ce n'est pas à cause de la crise économique, parce que si je vous dis, je me plains, parce que durant le temps que j'ai géré la Caplami, alors que j'avais trouvé la Caplami sans aucun sou, mais en quittant, j'ai laissé la disponibilité dans les banques 7 milliards et demi. Or, c'est 7 milliards c'est l'État qui assure le contrôle. Où se trouvent les 7 milliards aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, c'est disparu comme ça. Comment disparaître? Vous devez quand même avoir une idée, puisqu'il y a des gens que vous avez laissés là-bas. Les gens que j'ai laissés là-bas, je n'étais plus sur le contrôle, on n'avait pas de contact. Je n'avais plus rien à voir. Est-ce que ce sont ceux qui dirigeaient la structure qui ont dilapidé les fonds, ou bien c'est l'État qui est venu prendre dans les caisses? Parce que l'État n'a pas joué son rôle. Alors, le président Ahidjo, il aurait fait quoi face à une situation comme celle-là, de votre point de vue? Le président Ahidjo? Oui. Mais vous aurez seulement entendu que ce soit le directeur, le PCA se trouve déjà en prison. Et quand il va en prison, ça ne règle pas totalement le problème, puisque même dans le cadre d'opération... Toujours est-il que ça sanctionne et ça fait peur aux autres de ne pas continuer, de peur de subir le même sort. Il y a eu l'opération Épervier, il y a des ministres qui ont été arrêtés, qui ont été jugés, qui sont jetés en prison. Et vous avez le sentiment que ça a diminué les détournements de fonds publics? Mais ça n'a rien diminué. Je pense qu'à ce niveau-là, par rapport aux fonds volés, mieux fallait récupérer les fonds que de les emprisonner. Parce que on voit les immeubles que ceux qui sont en prison continuent à monter par-ci, par-là, au profit de leur famille. Aujourd'hui, on parle un peu de la vie chère. Les prix des produits qui augmentent. D'ailleurs, je crois que ça fait partie de l'une des préoccupations des évêques. Comment est-ce que cela se manifeste? Vous qui êtes le faux des Bamidjou, au contact avec les gens aujourd'hui, comment est-ce que cela se ressent? Comment est-ce que cela se vit? Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire autrement pour éviter cette situation aujourd'hui? Ah mais oui, on l'aurait fait. Comment voulez-vous, dans un pays où c'est l'anarchie, c'est le désordre total? Or, les structures de gestion ne fonctionnent plus. Comment voulez-vous que la vie ne devienne pas chère s'il n'y a pas l'argent en circulation? Voilà. Comment voulez-vous que la vie ne devienne pas chère si de moins en moins les investisseurs n'investissent pas? Comment voulez-vous? La vie doit devenir chère. Here in Bamenju, how is the situation with regards to the increasing prices of basic commodities on the market, considering the fact that most of the commodities that are sold here, apart from agricultural products, are brought in from Bafoussam, from Yaoundé, from Douala, particularly from Douala, to be sold here? And with the cost of transportation, definitely there will be an impact on the prices. Mais ça vient d'ajouter c'est insupportable. C'est-à-dire, si vous parlez de Bamenju, c'est insupportable. Bamenju ne peut pas être l'exception. C'est-à-dire, le coût, ça monte partout, chaque jour, et on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de choix. Alors, lorsque
on fait le bilan du renouveau, on regarde un peu les 42 ans de ce renouveau-là, il y a un élément qui revient, la question sécuritaire, les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que de l'époque de Ahidjo, est-ce que c'était une question qui se ressentait déjà et qui a juste rejailli aujourd'hui et pour laquelle on a du mal à trouver des solutions? Lorsque vous parlez de la sécurité, vraiment pour moi personnellement c'est décevant, ça me fait même pleurer. Rendez-vous compte que avant que la guerre de Nozo ne commence, je l'avais senti bien longtemps. Et je m'étais rendu là-bas pour arranger tout ça et arrêter la guerre. J'ai fait le rapport au président de la République. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais su où il avait reçu, où il n'avait pas reçu. Voilà. Combien de personnes on en a tué là-bas? Qu'est-ce qui était indiqué dans ce rapport que vous avez transmis au chef de l'État? Mais j'avais arrêté la guerre. Il ne restait qu'à ce que le chef de l'État me convoque et que je me présente avec d'autres Camerounais qui m'ont accompagné là-bas pour qu'on lui dise ce qu'il faut faire pour qu'un jour on ne parle jamais. Qu'est-ce que vous lui proposiez dans ce rapport-là? Qu'est-ce que vous lui proposiez pour mettre un terme ou bien pour empêcher cette guerre-là? Mais dans ce rapport, ça contenait tous les procès-verbaux de ce que je me suis dit avec les populations de là-bas, de toutes les deux régions. Est-ce qu'à l'origine, il n'y a pas comme cette sorte d'entourloupe organisée par le président Ahidjo qui a visé justement à frustrer nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest? Mais effectivement, tout ceci, ça compte. Mais il fallait arrêter ça. Il ne fallait plus rentrer encore en arrière pour revoir le passé. Mais toujours est-il que tout ceci part depuis, dès le début, qu'on avait, par exemple, voulu frustrer ceux de là-bas. Voilà. No, in the end of year speech of the President of the Republic to the nation on the 31st of December 2024, he said that he's once more calling on the separatist fighters to drop their guns and come out of the bushes. And those who will not do so will have an unpleasant fate awaiting them because the military will continue tracking them down. Effectivement, la solution n'est pas militaire, étant donné que depuis qu'on a continué la répression, chaque jour, on dit que la situation est sous contrôle. Et le matin, on dit que la même situation n'est plus sous contrôle. Où est donc le résultat? Voilà. Le résultat, donc, ce n'est pas de faire la guerre. Il y avait d'autres possibilités d'arrêter. La solution, donc, aujourd'hui, c'est quoi? La solution, donc, aujourd'hui, c'est quoi? Pour mettre un terme aux violences qu'on enregistre dans ces parties. Il faut écouter aussi les autres parler. Il ne faut pas seulement les intimider. Il faut aussi les écouter parler. Qu'il s'agit de quoi? Je pense même en réalité, qu'il ne s'agit pas de ça. Parce qu'on ne doit pas avoir les enfants à la maison, on prépare à manger, on donne aux autres et on ne donne pas aux autres. Et dire que les autres doivent être toujours très contents. Il y a eu un dialogue qui a été organisé en 2019. Quoi? Quand vous dites donc les autres pour vous, c'est qui? Les autres? Oui. Mais je veux parler de ceux de là. Ils ont été marginalisés. Ah oui, ils ont été marginalisés. Et c'est même ça la cause de mécontentement. Alors aujourd'hui, donc, il faut reprendre le dialogue? Mais si c'est le vrai dialogue, lorsqu'on attendait même qu'au cours du dialogue, on met fin à tout ça parce que chaque région au Cameroun a des problèmes spécifiques où au cours d'un dialogue, on doit mettre fin à ça pour que le Cameroun soit vraiment uni et un. Voilà. Mais comme c'est la dictature et il faut seulement accepter ce qu'on dit sans répondre. Voilà, le résultat doit être ainsi. Alors, beaucoup estiment que la solution, justement, pour régler la crise du nord-ouest et du sud-ouest est essentiellement politique et non militaire. Je voudrais vous amener à donner votre point de vue sur ce qu'on peut considérer comme le bilan politique du renouveau. Depuis 42 ans, il y a par exemple la question de la démocratisation.
On se souvient que le président de la République, pendant les années de Brest, dans une interview qu'il avait donnée à Radio Monte Carlo, indiquait qu'il souhaiterait qu'on garde de lui l'idée de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Est-ce que vous avez le sentiment que sur le plan démocratique, il y a eu des avancées réelles depuis l'avènement du président au pouvoir en 1982? Je vous ai dit que depuis le soi-disant indépendant, le Cameroun est resté sous pression, c'est-à-dire dans la dictature jusqu'à l'heure où je vous parle. De quelle démocratie voulons-nous parler au Cameroun alors que les élections ne peuvent pas être libres au Cameroun? Il y a eu pourtant, dans les années 90, les lois sur les libertés. Les lois de 1990 sur les libertés, avec cette floraison des formations politiques, avec la modification depuis quelque temps maintenant du code électoral pour les élections libres et transparentes. Il y a eu la contribution des partenaires du Cameroun, des partenaires de développement, les organisations internationales, pour avoir par exemple des scrutins qui soient justes, éviter les bourrages des urnes, entre autres. Il y a des observateurs internationaux qui viennent pendant ces élections-là. Alors pour vous, est-ce que ce n'est pas une avancée réelle en matière d'organisation des élections, par exemple? C'est une théorie parce qu'en matière d'organisation des élections au Cameroun, tout est tel que nous le savons, tout est faux. Et ce faux vient de quoi, selon vous? Est-ce que c'est le système en place qui organise? Il a été déjà organisé à partir même de la loi électorale. Voilà, on sait qui doit gagner et qui ne doit pas gagner. Est-ce qu'il n'y a pas eu responsabilité, par exemple, des jeunes? On revient encore là sur les jeunes. Dans cette affaire-là, la population camerounaise est essentiellement jeune. Mais on n'a pas le sentiment que les jeunes se mobilisent pour aller s'inscrire sur les listes électorales. D'ailleurs, on a vu une tribune du président du PCRN, Cabral Libi, montrer que les jeunes ne sont pas suffisamment intéressés par les questions électorales. Est-ce qu'il n'y a pas un message à leur endroit? Et justement, les jeunes ne pouvaient plus être intéressés étant donné le système qui était déjà mis en place pour fausser le résultat des élections. C'est justement pourquoi il y a eu des intéressements des jeunes. Lorsque maintenant on crie que les jeunes s'inscrivent, les jeunes s'inscrivent très bien. Est-ce que le code électoral est déjà changé? Est-ce qu'il y a déjà un code électoral qui donne l'égalité de chance à tous les Camerounais? Non. Your Majesty, we're going to proceed more on that particular aspect of concerning the forthcoming presidential election. But I just want us to take one step back to talk about, to get something clear. You said that Cameroon is in a dictatorial system. Are you saying that President Paul Biya is a dictator? Mais effectivement. Pourquoi vous le dites? Pourquoi? Mais quand il faut parler, il ne faut pas répondre. Il faut seulement accepter. Tout ce qu'on tente de faire pour démontrer, par exemple, que la démocratie existe, révolte. C'est le grand contraire. Pourtant, les tenants du pouvoir soutiennent que vous êtes en ce moment en train de parler à la télévision de façon libre, vous exprimez votre opinion sans contrainte, sans être interpellé, sans être frustré, et que c'est la liberté d'opinion, la liberté d'expression qui est caractéristique de la démocratie. Ils vous disent qu'il y a beaucoup de formations politiques, on parle d'à peu près environ 300 formations politiques qui traduisent l'expression de la volonté des acteurs politiques à donner leur point de vue dans l'espace politique, et ces partis politiques concourent justement à l'expression du suffrage en participant aux différentes consultations électorales. Qu'est-ce qui vous fonde à penser que, malgré tout cela, on est sous une forme de despotisme? Non, je pense que quand vous parlez de liberté de l'expression, oui, mais aucun Camerounais n'est bête. Quand on parle de liberté d'expression, ne vous hasardez pas à dire n'importe quoi. Si oui, ce soir, vous vous retrouvez en prison. Oui, mais vous avez la parole et vous parlez librement et vous n'êtes pas en prison. Okay, moi? Ou bien vous estimez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire parce que vous risquez... Ah, oui, il y a des choses que je ne peux pas dire. Comme quoi, par exemple? Non, beaucoup. Ce n'est pas ici à dire ce qu'il ne faut pas dire. Donc vous estimez que si vous dépassez certaines limites, là... Alors là, voilà. Est-ce que ce n'est pas
on va dire ça comment, ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique après les années des violences, de l'indépendance. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y en a qui s'expriment librement et qui sont justement libres? Non. C'est-à-dire, comme je viens de vous le dire, il y a une continuité au Cameroun. C'est-à-dire, les Camerounais vivent sous pression. Voilà. So, in your opinion, Your Majesty, do you think that right defenders in Cameroon are under some kind of attack? Most recently, we saw the Minister of Territorial Administration suspending, banning the network of human rights defenders in Central Africa and carrying out what Professor Maurice Kamto and other persons have qualified as judicial harassment against the board chair, Barrister Alice Com. Do you think that right defenders in Cameroon are under some kind of attack? Sans oublier que le bureau des nouveaux droits de l'homme à Yaoundé a également été attaqué, cambriolé par des personnes non encore identifiées. Mais si le bureau des droits de l'homme a été fermé par le ministre, voilà, justement peut-être parce qu'ils ont avancé des propos qui n'étaient pas la leur, il faut fermer. Pourquoi ça? Pourquoi seulement chez nous? Est-ce que le droit de l'homme existe seulement au Cameroun? Pourquoi le droit de l'homme doit subir ce genre de menaces? Now, ahead of the forthcoming presidential election, we have a series of issues that have been said, a lot of things that have been said around the forthcoming presidential election, and political party leaders have been trying to convince Cameroonians that there will be change even with the present electoral code. There will be change even with the present system. But you seem to say the contrary. Non, mais il le suppose. Il ne dit pas que c'est vrai, parce que rien n'a changé sur le code électoral. Il suppose que en votant beaucoup, on va dépasser et on peut accepter. Tout ça, ce sont des suppositions. Mais il fallait clairement et d'une façon objective mettre un code électoral qui donne l'égalité des chances à tous les Camerounais. Ce n'est pas mettre l'ECAM là-bas et dire qu'il n'y a que le procès verbal de l'ECAM qui est valable alors que tout l'ECAM est nommé par le gouvernement. So, in your opinion, if young Cameroonians are listening to you today and they want to know if they can be changed in this system, they are listening to their father, that you are, what will you tell them about this change? Is there any possibility of change with the present electoral code and this system? Oui, il y en a, parce que c'est un jeu d'intelligence. Quand on fait le jeu collectif, ce n'est pas un jeu individuel. Voilà. Le jeu collectif, ce n'est pas un jeu individuel. Le jeu collectif, les compartiments sont bien repartis. Et dribbler un joueur jusqu'à le renverser avec la balle, ce n'est pas le coq à jambes. On peut le dribbler avec la balle et le renverser. Et on l'arrête la main. Il se relève, on s'embrasse parce qu'il est content du style que vous aviez utilisé. C'est la même chose comme si le jeu était fait comme il se devait. Par exemple, les partis qui se disent être partis d'opposition, ils devaient faire le genre de voix. Non, on peut gagner, même avec le code actuellement. So some bishops have been calling on the President of the Republic to step aside, not to stand for re-election. You have the Bishop of Yagua, who went as far as saying that even the devil should take over first, then we'll see what happens next. We have the Archbishop of Douala, His Lordship Samuel Kleda, who said that calls for President Paul Biya's candidacy were unrealistic. Now, what is your opinion about the possible candidacy of the President of the Republic, especially considering the fact that he said on the 31st of December 2024 that he is still ready and determined to continue serving the nation? Non, personnellement, s'il me fallait conseiller le président, je lui dirais que le plus beau cadeau qu'il peut donner à son peuple, en tant que père de la nation, le plus beau cadeau qu'il peut donner à son peuple cette année de 2025, c'est d'aller se reposer.
Et pourquoi? D'aller se reposer. Et pourquoi vous pensez qu'il doit se reposer maintenant? Non, je pense que, qui qu'en soit le cas, la Coupe du Monde, c'était l'affaire de Brésil. Ça fait maintenant combien de temps qu'on ne parle plus de Brésil? Son parti a déjà fait tout ce qu'il fallait faire de son mieux. Et la plus beau solution, c'est maintenant qu'il se repose et permette aux autres de développer ce qu'il a mis sur place.